Commun. Bonjour. Après avoir exploré dans la vidéo précédente les définitions juridiques et économiques des communs, nous proposons ici de poursuivre l'exposé en abordant les conditions de la renaissance du concept et de l'intérêt qu'il suscite dans les différents domaines, y compris l'urbanisme. La théorie des communs est née dans les années 1980 de la rencontre des problématiques économiques avec la mobilisation écologique. Elle puise ses racines dans un article de Garrett Hardin de 1968 intitulé « La tragédie des communs », dans lequel il tente de démontrer l'incompatibilité de la surpopulation mondiale avec la finitude des ressources. Il y explique, à travers la problématique des communs, que l'intérêt privé égoïste prédomine sur l'intérêt collectif. Il prend pour exemple les terres communales réservées au pâturage en Angleterre avant l'apparition des enclosures, qui sont ces processus de privatisation des terres communes sur lesquels ma collègue Chloé Saint-Lambier reviendra dans les prochaines vidéos. Dans sa démonstration, Hardin explique dans le cas des pâturages que la logique de rentabilité individuelle fait que les éleveurs rajoutent progressivement des animaux pour augmenter leur rentabilité. Cette logique engendre une surexploitation des ressources qui provoque un manque de nourriture pour l'ensemble des troupeaux et par conséquent un manque de rentabilité pour l'ensemble des éleveurs. Cet article trouvera un écho favorable auprès des tenants de la propriété privée qui considèrent que la liberté d'action dans les communs mène à leur ruine et que la gestion individuelle induirait une meilleure gestion des ressources. La littérature viendra par la suite enrichir la question et démontrer que certaines formes d'organisation permettent de dépasser cette tragédie des communs. La question des communs est également revenue au goût du jour avec l'apparition et la diffusion d'Internet et des ressources numériques en libre accès. Ceci a donné naissance à des mouvements de préservation de ce qu'on appelle les communs de la connaissance et les Creative Commons. Ces mouvements s'opposent à la privatisation et à la marchandisation de la connaissance, mais aussi à la privatisation des masses de données collectées par les géants du web. Ils tentent d'éviter une sorte de nouvelle enclosure. La particularité de ces ressources est que contrairement aux ressources naturelles qui sont finies, à la fois non exclusives et rivales, les communs de la connaissance sont des biens non rivaux dont l'utilisation par les uns non seulement ne diminue pas celle des autres, mais a plutôt tendance à augmenter. Comme nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises, la théorie économique des communs a été développée par Elinor Ostrom, ce qui lui a valu le prix Nobel d'économie. Elle montre dans ses travaux, à travers des exemples d'auto-organisation, de management coopératif de ressources de petite taille naturelles ou produites par l'homme, notamment dans la gestion des ressources hydriques en Californie, mais aussi dans la pêche, les terres non cultivées, les forêts communes et autres, qu'il est possible de dépasser la tragédie des communs à travers la mise en place de règles communes dans des situations d'absence de gouvernement, de coercition et de propriété. Aux deux options de la tragédie des communs, à savoir le libre usage des ressources collectives et la propriété privée, elle offre une troisième option, qui est celle de la gestion commune. Contrairement aux théories économiques classiques, la théorie des communs introduit une dimension fondamentale qui est celle du rôle des institutions dans la gestion des communs. Elle souligne le fait que ce n'est pas la qualité intrinsèque du bien qui peut déterminer sa nature, mais le système organisé de gestion qui institue une activité comme un commun. Les communs sont souvent classés en plusieurs types. Les communs traditionnels, qu'on a pu voir dans la vidéo précédente, les communs naturels, qui sont la biosphère, l'eau et autres, les créations de la nature, dont nous partageons tous les enjeux et qui peuvent être gérées ou non de manière commune. Les constructions humaines, comme les routes, les espaces publics, les hôpitaux par exemple. Et enfin, les nouveaux communs, comme l'Internet et les communs de la connaissance. D'après les auteurs de la théorie des communs, notamment Pierre Dardot et Christian Laval, seul l'acte d'instituer les communs fait exister les communs, à rebours d'une ligne de pensée qui fait des communs une donnée préexistante qu'il s'agirait de reconnaître et de protéger, ou encore un processus spontané et en expansion qu'il s'agirait de stimuler et de généraliser. En un mot, ce sont les institutions qui structurent la gestion commune.
D'après Elinor Ostrom, ce qu'il y a de commun dans les communs, le point commun de tous les communs, est le fait qu'ils sont toujours utilisés collectivement et gérés par des groupes qui peuvent être de taille variée et obéir à des logiques différentes. Il existe aujourd'hui une base de données des communs qui tente de répertorier l'ensemble des nouvelles configurations possibles. Il s'agit de la Digital Library of the Common, initiée par l'Université d'Indiana. Du moment où le commun n'existe que par son mode d'organisation et sa gestion, ces deux paramètres deviennent des éléments clés de sa définition et de son identification. La théorie des communs permet de souligner le caractère construit de ces derniers, qui doit plutôt être pensé comme la construction d'un cadre réglementaire et d'institutions démocratiques qui organisent la réciprocité afin d'éviter les comportements de type passager clandestin mis en évidence par Garrett Hardin. Il existe une grande variété de systèmes de gestion, mais un certain nombre de questions fondamentales doivent être traitées et résolues par le système de règles pour faire exister le commun et le rendre pérenne. Elinor Ostrom identifie 8 points importants qui permettent d'assurer cette pérennité et qui sont: avoir des limites nettement définies car il convient d'identifier la communauté concernée par le commun, avoir des règles qui soient bien adaptées aux besoins et conditions locales et conformes aux objectifs du commun, que les individus concernés par ces règles soient bien adaptés aux besoins et conditions locales et conformes aux objectifs, que les individus concernés par ces règles puissent participer régulièrement afin de modifier ces règles, que le droit à fixer et à modifier ces règles leur soit reconnu par les autorités extérieures, qu'il y ait un système d'autocontrôle du comportement des membres et collectivement fixé, ainsi qu'un système gradué de sanctions. De plus, les membres de la communauté doivent avoir accès à un système peu coûteux de résolution des conflits. Les communs sont souvent abordés à travers leurs aspects économiques et sociaux, mais font l'objet d'un intérêt de plus en plus croissant dans une diversité de domaines et notamment en urbanisme. Du fait que les habitants des villes ont accès et partagent un certain nombre d'espaces, certains auteurs considèrent ces derniers comme des ressources de la théorie des communs. C'est le cas notamment de Sheila Foster, qui les considère comme des urban commons ou des communs urbains. Il s'agit pour elle des rues, des parcs, des espaces publics et d'une variété de services et d'équipements de proximité qui sont partagés au sein de la ville, du quartier, du voisinage, de la rue, de l'îlot ou de la parcelle. Cependant, il faut distinguer entre ce qui fait l'objet d'un intérêt et d'enjeux communs, souvent qualifiés de biens communs dans la littérature francophone, et ce qui est de l'ordre du commun au sens de mode d'organisation et de gouvernance collective. Il est donc possible d'identifier plusieurs catégories d'espaces et d'objets urbains. D'abord, des espaces publics tels que les espaces verts, les parcs, les aires de jeu, les promenades et autres. Leur statut est généralement celui de biens publics et sont souvent gérés par les autorités dites publiques. Ils sont communément catégorisés comme biens communs. Ensuite, les zones industrielles, les parkings, la gestion des déchets et autres qui bénéficient à l'ensemble des habitants d'une ville, mais dont la gestion peut être entièrement publique ou privée. Enfin, il y a les potagers urbains, l'habitat collectif, les squats, la gestion commune des déchets ou de la sécurité, qui sont probablement les communs qui correspondent le plus à ce qui nous préoccupe, à savoir des espaces qui font l'objet d'une auto-organisation collective. Sheila Foster précise que ces communs urbains sont souvent des espaces dégradés ou abandonnés qui sont restaurés et gérés collectivement par des groupes d'usagers en l'absence de coercition des autorités compétentes et sans transfert de propriété vers le privé. Souvent, ces communs ne trouvent que très peu de place dans la réalité du droit, des régimes territoriaux et des jeux d'acteurs de la production de la ville aujourd'hui. S'ils ne sont pas intégrés dans un système de privatisation ou de tutelle de la part des autorités publiques, ils sont considérés dans beaucoup de cas, notamment dans les pays en développement, comme des configurations informelles contre lesquelles il faut lutter, éradiquer ou régulariser d'une manière ou d'une autre. La régulation des communs, lorsqu'elle passe par la sphère publique, peut donner naissance à des configurations de type
Business Improvement District, qui sont des initiatives des villes visant à développer les commerces et les affaires en déléguant la gestion de certains quartiers aux commerçants et aux résidents. Lorsque cette régulation passe par la privatisation, elle peut donner naissance à des cas extrêmes comme les gated communities ou les résidences fermées. Un des enjeux de l'urbanisme des communs, s'il y en a ou s'il doit y en avoir, est peut-être, et c'est une hypothèse, d'inventer des systèmes de régulation ou un régime territorial qui permettent une sorte d'autonomie des communs pour qu'ils puissent devenir une force de proposition et de transformation de la ville, sans entrer forcément dans une régulation exclusive de la part des autorités publiques, ni dans un système de privatisation qui peut les isoler de la réalité de la ville et de leur enlever leur urbanité.